In Alves, qui est la directrice de rétal de Tropenmuseum à Amsterdam. Joséphine Chanter, directrice du public de Design Museum à Londres. Judith Mater, qui est acheteuse du produit dérivé à The National Gallery. Tony Tremlett, directeur général d'art et culture à Alternate Global de Londres également. Avec l'animatrice Kate Rolfe, qui est directrice du Rivers Office. Rivers Office, c'est un conseil de public à Londres également. Donc, c'est une table ronde très londonienne. Merci à vous tous de venir à Paris. Kate, veuillez monter. Il faut tous un casque, même pour vous entendre. Micros out before there's too much noise, because there's too much noise. It when you put these on like that. You Okay. push it on the buttons. Zero. Now it should work. Okay. Ah, I can hear my own voice now. Hello. Je m'entends. Let's see what's on the screens. We'll just wait for our first slide to come up. Voila. Okay, fabulous. Okay, hello everyone. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je m'appelle Kate Rolfe, comme a dit Annabelle. Donc, je suis en charge de Rivers Office. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui. En fait, ça s'appelle Au-delà de la boutique. On a 45 minutes pour vous parler de ce que doit et peut être la boutique du musée, au-delà des murs du musée. Nous allons regarder sa raison d'être, au-delà de juste vendre des produits, plutôt qu'un outil de récit, de storytelling, et de soutenir la marque du musée et le rôle en créant une passerelle entre la créativité et le commerce. Donc, des boutiques ont beaucoup de pouvoir pour les musées. On va en entendre plus aujourd'hui. Donc, je ne pourrais pas faire mon panel extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, nous avons d'abord Judith Mater, qui est acheteuse de marchandises à National Gallery et ancienne collègue. Elle va nous parler des pop-up internationaux pour démystifier cette plateforme extrêmement valorisante, pour vous aider aussi à améliorer votre travail également. Nous avons donc Tony Tremlett. On voulait voir l'autre côté d'un partenariat que vous pourriez faire avec votre boutique. Et nous allons entendre plus parler d'Internet. Merci Tony. Nous avons Joséphine Chanter, directrice du public au Design Museum.
Elle va nous inspirer avec une histoire qui montre pourquoi la créativité est centrale et le rôle que peut jouer le détail dans les musées. Et en dernier, nous avons Janine House, Return Manager au Toppen Museum à Amsterdam. Janine va nous parler de son produit le plus récent qui a eu une énorme incidence, un énorme impact. Donc, merci beaucoup. Nous allons commencer par Judith, qui va nous parler de Shanghai Metro et d'autres pop-up. Judith, donc la solution est évidente, c'est de physiquement porter sa boutique ailleurs. Mais c'est un peu compliqué. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu côté logistique et pratique? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Bon, avant la pandémie, nous avons identifié une opportunité en Orient avec beaucoup de visiteurs qui émanaient et qui avaient un appétit pour l'art occidental. Nous avons engagé donc un agent de licensing qui, avec donc les pieds sur terre, parce qu'il y a des différences linguistiques et culturelles, il y a des nuances aussi à comprendre dans ces zones. Donc, il a regardé un couloir dans le métro avec une représentation de nos œuvres d'art, ce qui était présent pendant un mois. Nous avions eu donc 200 000 visiteurs par jour, donc ça fait 6 millions de personnes qui sont passées devant. Et c'était une campagne de marketing et pour d'autres marketing, c'était des répliques des œuvres. Vous voyez, donc il y avait aussi un peu de mise en scène avec des codes QR liés à WeChat pour pouvoir acheter les produits, puis aussi pour apprendre sur les œuvres d'art. Nous avons donc montré plusieurs chefs-d'œuvre. Dans ce couloir, nous avons aussi sponsorisé ou vendu l'équivalent de cartes de métro, cartes Navigo. On en a vendu 3000 sur deux jours, représentant les œuvres d'art. Il s'agissait tout simplement de faire quelque chose de visuellement agréable et de parler de notre marque. Donc, il voyait aussi des fleurs, un tableau très iconique. Mais en fait, c'était juste à raconter l'histoire de la National Gallery. Eh bien, est-ce que c'était une initiative seulement de détails ou est-ce que c'était les conservateurs également? Ah non, c'était des détails au départ. C'était nouveau. Nous avons eu donc du soutien de nos conservateurs. Nous avions fait des ateliers, des conférences à l'école de beaux-arts à Shanghai avec un conservateur qui est venu parler de la galerie. Une autre séance dans un musée jeune, privé à Shanghai. Et nous avons invité des licenciés potentiels, des gens détenteurs de marques qui pouvaient comprendre le récit, le storytelling derrière nos œuvres et nos photos. Donc beaucoup aimeraient faire ce genre de choses, mais qui ont peur un tout petit peu du coût et de la complexité. Comment gérer, comment trancher entre les pour et les contre? Eh bien, on a monté ça avec notre agent et qui, eux, ils ont investi dans l'argent, des dépenses de marketing. Et puis, on a perdu un tout petit peu au niveau des royalties. Donc, c'était un compromis. Donc, mais c'était gagnant-gagnant. Ils avaient le marketing. Bon, on a baissé nos taux de royalties. Donc, c'était un partenariat. Et vous avez dit que travailler au niveau international avec des cultures différentes. Vous avez fait d'autres pop-ups. Oui, on a fait ça en Chine et à Guangzhou, dans un centre commercial qui était très interactif, des répliques, des tableaux et une opportunité pour que les gens puissent se déguiser comme les tableaux. Donc, c'est cet élément de storytelling, de récit qui est très simple. Le tableau de Van Eyck qui a été très populaire en Chine et les gens ont adoré se déguiser. Donc, pas forcément purement numérique, ce sont des répliques avec un tout petit peu de scénarisation autour. Incroyable. Merci beaucoup, Judith. On y reviendra, parce que je suis sûre qu'il y a des questions. Et c'est un
un exemple magnifique de comment porter une initiative de détail et que cela devienne un ambassadeur de la marque. Joséphine, votre exemple un peu plus proche de chez nous, de chez vous, à South Kensington. J'adore cet exemple du supermarché. On va en entendre parler. On a une vidéo, donc je vais voir si l'on peut faire passer la vidéo, que je vous invite à regarder. Yep, just give us one moment and we'll. Patientez une seconde, s'il vous plaît. Can you hear that? Yeah. I absolutely love this. J'adore cet exemple, hein. Vraiment, quand c'est sorti, j'ai adoré parce que pour moi, c'était une sorte de protestation de pourquoi on ne pouvait pas aller au musée. On a vu des choses dans d'autres villes européennes. Ça a soutenu des jeunes designers, ça j'adore aussi. Mais il y avait cette combinaison parfaite de activités caritatives, artistiques et culturelles. Quel était le levier d'origine et les résultats? Donc, on l'a fait en début 2021. C'était un moment exceptionnel pour les musées. La plupart étaient fermés. On avait ouvert, réouvert, fermé, réouvert depuis une longue année. Donc, Bombay Sapphire nous a abordés avec leur mission sur la créativité étant essentielle et comment eux, ils pouvaient nous aider à ouvrir notre musée pour un environnement de détail, alors que le musée était fermé. Donc, ils nous ont pitché l'idée. On avait un petit peu peur. Si on a peur, c'est une bonne idée, je pense. Donc, on se posait la question, que va penser le gouvernement? Que va penser notre public? C'est peut-être pas le moment, c'est une pandémie, on est en pleine pandémie, qu'on va faire venir les gens. Donc on a eu des exemples de initiatives qui avaient mal tourné, donc on pensait au risque. Mais au début, c'était charmant, c'était généreux, c'était intéressant. Et heureusement, notre directeur a saisi l'occasion et s'est dit, eh bien, si on soutient cette idée, ça peut être quelque chose de vraiment très exceptionnel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a travaillé dans le musée entier, nos conservateurs, directeurs, équipe de communication, équipe de détail. En général, l'équipe de détail ne fait que de détail, quoi. Et les services ne se mélangent pas. Alors, avec l'organisation, l'institution, dans son intégralité, je pense que c'est peut-être le seul moment où le musée a travaillé à son intégralité sur un seul projet. Mais c'est intéressant de voir ce qu'on peut réaliser si l'on regarde donc l'espace, les résultats, et on met notre imagination collective au service d'un projet. Je suis totalement pour. Qu'est-ce qui peut se passer si un musée se concentre sur une seule chose lors d'une journée, que tout le monde soit partisan? C'est vrai qu'on jongle beaucoup de gens et vous avez un sponsor clé. Je connais beaucoup qui font des projets de cette manière et jongler
tous ces parties prenantes, ça peut être un petit peu compliqué. C'était bien, c'était pas mal, pas bien. Bon, chacun avait sa contribution, son rôle. En tant que petit musée, on peut faire des choses, mais en général, c'est des petites choses. Mais il y avait donc des scénaristes, il y avait des producteurs, des scénographes, etc. Ils avaient donc un poids et une valeur importante. Et je pense que notre rôle était de nous assurer que l'intégrité de notre musée demeurait. C'était la créativité de la marque. Il y avait des points de tension, c'est vrai, hein. Et il fallait vraiment fignoler le récit et que tout soit aligné. Mais on a fait tellement vite. Ben, en fait, c'était entre 8 et 12 semaines que le projet... c'était tellement rapide, mais on savait qu'il allait y avoir une fin. C'était la ligne de l'arrivée. On va ouvrir la boutique 5 jours. Soit ce sera incroyable et ce sera le moment de la pandémie où on a fait fausse route et puis ça va marcher, mais c'est pas grave. Mais pour qu'un musée puisse prendre des risques, c'est tellement enthousiasmant. Et c'est ça que ce projet a fait pour nous. Alors, je suis curieuse. Parce que utiliser le détail en tant qu'outil pour engager dans son public, est-ce que vous pourriez faire ça en plus? En tant que musée de design, de conception, nous sommes convaincus, nous croyons vraiment en nos clients, nos consommateurs et les entrepreneurs. Donc je dirais qu'on est peut-être plus à l'aise que d'autres musées à l'idée. Et on voit ça comme une possibilité d'apprendre. Si quelqu'un veut se séparer de son argent parce qu'on veut acheter quelque chose, parce qu'on comprend mieux le projet, on comprend sa place dans sa vie, ça c'est un résultat désiré, n'est-ce pas? Il y a du travail à faire encore pour aligner notre proposition de détail avec notre collection et notre mission et nos conservateurs. Mais on a donc une exposition Amy Winehouse qui va se terminer. On a fait donc un pop-up, une boutique pop-up de Amy Winehouse pour montrer qu'on peut créer ces environnements immersifs. Et c'est ça qui est important. C'est ce que veulent les gens. Ils veulent être immersés dans un monde, que ce soit des artistes ou autre chose. Et je pense que c'est ça qui va continuer à évaluer donc des expositions plus le détail ensemble. J'adore, c'est fantastique. J'espère en voir plus. Alors, on va passer à Janine, qui a une expérience un peu similaire, avec une idée de détail, qui a apporté une différence importante au musée. En fait, on a une autre vidéo, donc on va entendre parler de produits déballés de Toppen Museum. Donc, je vais vous faire dire ça donc avec Monsieur B. Et je suis allée voir cette exposition, c'est vraiment fantastique. Let's see if it plays. So the idea behind the exhibition is about gifts. Donc l'idée, ce sont des cadeaux, l'échange de cadeaux et comment on déballe les cadeaux. Donc c'est un tissu magnifique japonais. Est-ce que vous pourriez nous décrire alors le produit? Et j'entends pas. Well done. Sorry, just. Do you want my note? Yeah, there we go. Oh, it will just load up now. Yeah. Yeah. Okay, good. Yeah, here we are. Yeah, yeah. Okay. L'idée, ça a été bien de vous montrer la vidéo. Vous m'entendez? Bon, donc pour Rosiki, donc c'est un tissu pour emballer des cadeaux. Donc c'était l'ambassadeur parfait pour emballer les cadeaux au musée, à la boutique. Et donc dans l'exposition, on pouvait apprendre l'idée de donner, de recevoir des cadeaux. Et donc les visiteurs voient une installation de Fuzuki où on pouvait rentrer. Vous auriez pu voir hein, dans la vidéo. Donc c'était développé en collaboration avec Musubi de Kyoto.
Donc, ce sont des fabricants japonais numéro 1, donc, du tissu d'emballage japonais. Donc, Furoshiki, pour cette exposition, était développé exprès. Une fois rentré dans l'expo, vous rentrez à l'intérieur d'un petit Furoshiki et vous pouvez apprendre plus sur cette technique d'emballage. Et vous m'avez expliqué que le produit, en fait, a attiré beaucoup d'attention. Les gens étaient fascinés. Oui, qu'est-ce qui a touché les gens, à votre avis? Eh bien, je pense que en novembre, en décembre, c'était dans tous les magazines, tous les journaux et même à la télé internationale pour 5 minutes pour expliquer cette tendance d'emballage. Et à mon avis, je pense que c'est parce que c'est un produit issu de développement durable pour emballer des produits, par exemple. C'est un sac aussi. Et je pense que c'est, comment dire, je pense que c'est le côté développement durable. On peut réutiliser le furoshiki. On ne jette pas une fois qu'on a déballé le cadeau. Ah, c'est un produit très, très, très exceptionnel. Et c'est vrai qu'il y avait donc toute cette valeur de relations publiques, de promotion qui aide le musée. C'est un produit de détail à la base. Mais quelle était la réaction interne de ce produit qui attirait autant d'attention? Moi, je pense que l'équipe marketing, toute équipe, ils étaient très étonnés parce que c'est un produit parmi d'autres. Mais il y avait donc 5 millions d'articles dans la presse et réseaux sociaux. Donc, c'est exceptionnel pour un produit. Donc, on sait maintenant qu'on peut aller beaucoup plus loin si le produit intéresse les gens. Donc, le produit, l'exposition, et cela devient quand même une sorte d'ambassadeur pour l'exposition et le musée. J'aime beaucoup que vous dites le mot ambassadeur. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux autres musées pour faire en sorte que leur offre de détail soit plus performant? Les produits doivent être aussi rapprochés que possible de la mission du musée et aussi du contenu de l'exposition. Il faut penser, en fait, la boutique du musée est une sorte d'extension de l'expérience du musée. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. On peut approfondir la connaissance et l'expérience parce qu'on a plus de temps. On peut apporter le produit chez soi. On peut l'essayer, on peut le vivre. Je dirais que c'est comme ça que c'est un ambassadeur. Vous apportez quelque chose chez vous de l'exposition. Tout à fait. Et ce qui est bien avec ces 3 exemples que on a vu ici, c'est que le détail ne devrait pas être séparé du musée. Ce n'est pas une équipe séparée non plus, parce qu'il y a une valeur créative très importante, une valeur aussi pour votre réputation. Et des équipes de détail sont des experts. Et en fait, le public peut faire partie de votre équipe de marketing. Donc, c'est très encourageant. L'expo tient toujours, c'est ça? Si vous êtes à Amsterdam, ne manquez pas. Maintenant, passons du côté non-musée. Notre ami aussi, donc un conservateur artistique et connaît tout ce que nous disons. Donc, Outernet, donc c'est en train d'être construit à Londres. Donc, on va apprendre plus. On va voir comment ça s'imbrique dans tout ce dont on parle. Nous avons une autre vidéo. On espère que ça marchera. Je vais cliquer tout doucement. So let's see if this, and it's quite a long video, so we. Voyons, je pense que c'est une vidéo un tout petit peu longue. On va voir ce qui se passe pour 1 minute et puis après, mais la vidéo est vraiment exceptionnelle. J'espère que ça va marcher. No, oh no, what a shame. Oh, I'm so sorry about these videos. Ah, que c'est dommage. Bon, on va devoir l'expliquer, Tony. Oui, c'est vraiment dommage. C'est dommage que la vidéo ne marche pas parce que c'est un projet que personne n'a vu encore. Mais bon, tant pis. Mais je pense que on a vu de super exemples, le pop-up et votre Tropen Museum et le Design Museum. Je pense que ce que fait Internet, on rajoute une dose de Internet, de digital avec cela. Donc, on utilise le métaverse, nos téléphones.
sans que ce soit vraiment virtuel, c'est de rentrer dans une pièce, une salle qui est digitale pour voir ce que nous pouvons faire dans cette pièce. Un artiste, un détaillant, une boutique, un musée, que pouvons-nous faire dans cette pièce numérisée? Donc, Internet Projet, c'est un projet de 350 millions de livres sur une idée qui a commencé il y a 30 ans, mais c'est en train d'être construit depuis 5 ans, ce qui couvre 250 000 mètres carrés à Londres, à Charing Cross Road, avec un passage d'à peu près 400 000 personnes par jour, avec donc très près de Oxford Street et directement en face de Technical Road Station, qui aura bientôt la ligne de métro Elizabeth, qui va apporter beaucoup plus de personnes, donc des gens internationaux et des gens londoniens, qui consiste de 3 espaces numérisés. Le plus important que vous voyez à l'écran, c'est donc un espace 360 degrés, immersion totale, 4 étages. Les fenêtres ferment et s'ouvrent sur demande. Une fois fermées, donc il y a des écrans à l'intérieur, donc ça devient 360. On peut ouvrir totalement vers le public. Et les écrans sont en une résolution de 32K, avec le projet, avec le maximum nombre de pixels disponibles dans le monde, en un seul endroit, avec des enceintes à haute fidélité et des LiDAR caméras, ce qui veut dire que le contenu sur les écrans se déplace avec les gens dans l'espace, avec des atmosphériques, on peut changer le climat. On peut changer les odeurs. Donc, c'est un environnement totalement immergé. Et nous sommes une sorte de ground zéro pour tester, pour voir comment les musées, les organisations peuvent jouer avec tout cela. Donc, de manière traditionnelle, les marques vont venir, des marques de luxe, l'industrie technologique, de technologie va venir faire des explorations. Donc, il faut des fonds un peu importants pour illustrer quelque chose de ce genre. Donc, ce sera un endroit assez commercial. Et donc, moi, je gère le programme art. Donc, tous les dimanches, il y aura un projet artistique avec une invitation pour les artistes établis et nouveaux pour faire quelque chose pour ces écrans. Des partenariats, des mécénats seront en place pour soutenir. Au lieu de demander au public de partir avec un produit, ce sera de partir avec une idée. Il y a d'autres espaces. Là, c'est l'espace principal. Il y a d'autres satellites, des environnements d'immersion. Il y a un couloir avec 2 murs et un plafond. Et ce sont toujours des espèces d'allées, de contre-allées ouverts aux personnes qui prennent des transports en commun, qui passent d'une station à une autre, avec beaucoup d'histoires de Danemark, de la rue de Danemark, et tout l'éthos derrière, beaucoup de musées. Donc il y a un emplacement en dessous avec pour 2000. Donc ce sera le premier de cette envergure, construit à Londres depuis les dernières 50 années. C'est énorme, c'est absolument immense et c'est difficile de ne pas tomber amoureux de l'idée. Donc je suis vraiment ravie de voir que ça prend vie. Et bien entendu, pour les musées, le budget est un problème, la logistique est un problème aussi, mais il y a aussi donc beaucoup de pouvoir et beaucoup de contenu. Donc qu'est-ce qu'un partenariat devrait vous amener pour être attractif de votre côté? Je pense que pour ces orchestrations du dimanche, nous voulons remplir tout le district avec des esprits similaires, que ce soit des musées, des galeries, d'autres choses qui ont trait à la culture. Il y a tellement de manières pour pouvoir entrer et sortir de ces espaces. Quand nous passons à un aspect plus transactionnel comme une boutique, vous pouvez amener la boutique, vous pouvez amener
vos objets et les vendre maintenant avec les écrans derrière vous. Ou ça peut être un endroit pour l'échange de données, la valeur des données. Vous pouvez mettre des codes, des QR codes sur les écrans et expliquer au public pourquoi c'est important pour eux. Ça peut être aussi une expérience plus profonde, plus immersive, qui permet aux histoires d'être racontées. Voir un peu ce qui avait dans les archives des musées qu'on ne voit jamais, ou réfléchir à des expositions incroyables qui n'ont plus de billets, qu'on ne reverra plus jamais. Et donc, c'est une possibilité de réanimer ça et d'y réfléchir. Et je pense que cette partie n'est pas trop digitale. Tout est numérique et il y a les méta, le NFT, le dimanche. Ça ramène les choses et ça les centre un peu loin de ces espaces. Donc, les archives des musées et ce genre de choses. Je pense que c'est très intéressant. Janine, vous pensez peut-être avec votre musée, avec le musée Pop Art Railway. Donc, il y a peut-être aussi le musée Topa qui prenait les archives qui étaient des collections inaccessibles et les rendait inaccessibles dans les stations ferroviaires. Vous pouvez réenvisager le supermarché et votre exposition d'emballage dans cet environnement et voir un peu quels seraient les défis. Il y avait des écoliers qui traversaient à 9 h du matin. On pourrait peut-être faire quelque chose de différent à cette période. À midi, il y a les gens qui travaillent, qui viennent prendre leur déjeuner. Donc, vous pouvez changer, ajouter tout est vraiment basé dans le temps. C'est pas statique et il y a beaucoup de choses à explorer. C'est la même technique que la publicité, mais pour l'art. Oui, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment en tant que curateur et personne qui a travaillé dans le monde des arts depuis longtemps, donc c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a aussi une possibilité pour trouver quelque chose de différent, de jouer avec et de faire quelque chose et d'explorer ceci. Je suis content qu'il y ait un œil de curateur là-dessus. Nous travaillons avec des noms d'artistes très créateurs qui sont prêts à explorer donc des autres médiums, que ce soit donc le numérique, la sculpture ou autre chose. Mes voisins sont mes meilleurs amis, donc Londres est quelque chose de très important pour les arts. Donc c'est une expérience très expérimentale. Donc c'est la manière dont nous pouvons expérimenter ceci. Je pense que nous entrons, que nous le voulions ou pas, nous entrons dans ce monde digital et c'est important de tester ceci. Je pense que ce qui est intéressant là, c'est les 3 autres exemples que nous avons eus aujourd'hui étaient vraiment très tangibles et c'est intéressant de voir comment ces deux mondes se connectent. Donc, il y a des murs dans cet espace pour suspendre des peintures et des photos avec des écrans, absolument. Si quelqu'un a une question dans le public, dites-le moi et je vais démarrer les questions de suivi. Donc, surtout, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Donc, je suis intéressée d'entendre de tout le monde, de voir pratiquement comment on peut faire pour avancer. Donc, c'est très grand, très cher, c'est international, mais il y a aussi une manière intéressante d'avoir un engagement avec les publics. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose
plus proche. Donc South Kensington était tout près de chez vous, mais est-ce que quelqu'un peut y réfléchir? Je pense que nous avons un programme au Royaume-Uni où nous prenons des choses un peu partout dans le monde. Nous avons eu une exposition pendant la pandémie qui s'appelait Artemisia. Et on a amené ça dans un hôpital, une prison, une bibliothèque. Donc c'est un engagement pas juste à Londres, mais dans des parties plus vastes du pays. Potentiellement, vous pourriez prendre une opportunité qui est incroyable dans une librairie et qui est tout aussi incroyable ailleurs dans le monde. Janine, à Amsterdam, y a-t-il quelque chose que vous avez sur un niveau plus local? Ce qui était engagé avec votre produit, c'est que c'était une initiative très hollandaise et très durable. Est-ce que vous avez des idées là-dessus? En termes de montrer de l'art en dehors du musée ou tout ce qui pourrait vraiment engager quelque chose de plus local sans que ce soit forcément grand et international? Nous essayons toujours de collaborer avec des fabricants locaux, des communautés locales. Une des choses que nous avons vues pendant la pandémie, c'est des gens qui essayaient de rendre et d'aider. Donc, nous avons créé quelque chose qui s'appelait Ticketmate. Quand vous achetez un cadeau, enfin, quand vous achetez un ticket, vous pouvez faire cadeau d'un ticket. Nous pouvons donc offrir ces tickets. Ça permet au musée, et nous nous finançons à 93%. Ça nous permet d'offrir un accès aux communautés d'une manière qui est durable financièrement pour nous aussi. Nous avons donc du football qui se programme, donc nous allons donner des tickets aussi à des fans de football. Merci, c'est un excellent exemple. Avez-vous des questions pour le public que vous voulez poser au panel? Voilà, j'ai mis quelques contacts. Si vous avez une question par la suite, vous pouvez toujours m'envoyer un email et je ferai en sorte de partager ces questions avec nos panélistes. Y a-t-il des questions? Nous avons une question ici. C'est une question concernant le programme OuterNet. Pour ce projet, je voulais savoir comment il est financé, d'où ce projet vient, et aussi quand vous travaillez avec les musées, par exemple, quelle est la compréhension que vous avez, enfin, quel est l'accord que vous avez avec le musée? Est-ce que c'est un partenariat? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils doivent payer? Juste sur le côté financier, en fait. OuterNet est plus une société médiatique, donc elles vendent de l'espace médiatique. Et donc, ce qu'ils vendent ici, c'est qu'ils vendent chacun de ces espaces et les écrans ou une portion des écrans. C'est la manière dont ils génèrent leur argent. Outer Art est différent. Nous cherchons des subventions pour avoir de quoi financer le programme. L'espace nous est fourni gratuitement. Nous ne le louons pas de OuterNet, mais tout ce qui est technologie et contenu, nous devons le faire. Nous sommes autofinancés de cette manière. Et pour ce qui est des musées, c'est dans mon intérêt et celui de mes collègues que notre intérêt est l'intérêt du public, et je pense que les musées ont aussi l'intérêt du public en tête. Donc c'est notre intérêt pour les musées le dimanche avec ses voisins. Donc c'est un partenariat, mais nous essayons de trouver aussi un équilibre quand certains espaces médiatiques n'est pas utilisé. Nous essayons de voir ce qui a du sens, s'il y a des coûts qui sont impliqués pour mettre du contenu sur les écrans selon ce que vous voulez faire. Donc en fait, c'est une négociation et un exercice de funambule. Merci beaucoup.
Je pense que c'est ce que tout le monde pensait pour beaucoup de ceci. Merci. Je pense que nous n'avons plus de temps. Encore une fois, j'aimerais remercier notre merveilleux panel de nous avoir rejoints. Je vous remercie de nous avoir écoutés et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par la suite pour le panel et je leur ferai passer. Merci beaucoup à vous tous pour ces expériences très détaillées.